Alors, après le film que nous venons de voir, après la présentation de Aziz, je ne pense même pas qu'il y ait plus quelque chose à ajouter. Okay. Tu as parfaitement relevé la problématique, Aziz. Et le film nous a montré comment est-ce que les événements se sont passés au Burkina Faso. Je voudrais vous donner l'occasion de poser les questions qui vous tiennent à cœur depuis cette matinée ou bien depuis le moment où vous avez appris les événements au Burkina Faso. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander 1 minute de silence pour nos héros qui sont tombés l'année passée, en octobre 2014, lors de cette révolution, pour tous ceux qui sont tombés lors du putsch de septembre 2015, cette année donc, et pour toutes les personnes qui luttent pour la liberté et qui sont tombées, qui ont donné leur vie. Merci. L'histoire a continué. Et elle a continué d'une façon très bouleversante avec le 16 septembre, le putsch du régiment de sécurité présidentiel qui a surpris le monde entier et qui va conduire le Burkina vers une sortie de crise beaucoup plus courte que l'on aurait imaginé. Smokey, est-ce que tu veux nous faire le rappel de cette journée du 16 et des événements qui s'en sont suivis? Merci. Bien, merci de me donner la parole. Bon, je tiens à dire que ce ne fut pas facile du tout, parce que quand on dit qu'on ne s'y attendait pas, enfin, ce n'est pas exactement cela. On se doutait bien qu'il arriverait quelque chose et que les forces du RSP tenteraient effectivement une dernière pirouette, puisque nous n'avons pas cessé de le rappeler depuis, pendant toute la durée de la transition. Ça fait 1 an que nous appelons à la dissolution de ce régiment, comprenant les dangers qu'il représente réellement pour la stabilité de la transition. Il faut rappeler que c'est à leur 3e intervention et prise d'otage du gouvernement qu'ils ont fait le putsch, mais auparavant, il y avait déjà eu 2 interruptions et 2 prises en otage du gouvernement de transition, qui étaient, à mon avis, suffisantes pour qu'il soit de fait dissous et démantelé. Mais ce ne fut pas le cas, malheureusement, bien que nous ayons appelé, en tout cas le mouvement Le Balai Citoyen a appelé de toutes ses forces à ce que cette dissolution se fasse. Il semblerait que, par contre, au niveau de la commission des réformes, où nous avons aussi un élément qui est représenté, Maître Guillaume Vekam, ils ont inclus la dissolution de ce régiment-là. Peut-être que ça a ajouté aussi un peu de feu aux poudres. Toujours est-il que nous avons appris dans la soirée que le gouvernement était pris en otage. Et le lendemain, nous avons eu, si je ne m'abuse, c'était le lendemain, c'était le même soir. C'était la déclaration de putsch. Le lendemain soir. Dès que nous avons appris que c'était un putsch, avant même qu'il soit officialisé à l'antenne, et on a improvisé rapidement une petite réunion de crise au niveau de la Maison du Peuple et on s'est dirigé directement sur la place de la Révolution. On n'était pas plus d'une dizaine au départ et à force on a fait quelques interviews sur place avec quelques radios et les gens nous voyant passer, en passant nous voyant se sont arrêtés. Au fur et à mesure, la foule s'est agrandie et on a décidé de marcher directement sur le palais. Donc il y a un premier groupe qui s'est déplacé, le groupe de Sams Kalodja, qui a rejoint le Palace Hotel. Et nous, on a pris la marche à pied en traversant toute la ville pour encore brasser plus de monde. Donc quand on est arrivé sur l'avenue Bassawarga, on était effectivement plus du millier. Mais lorsque nous, on est arrivé au rond-point de la Padoie, et avant qu'on y arrive, je n'avais même plus de contact avec mon frère Sams Kalodja. Mais dès qu'on arrivait au rond-point de la Padoie, à 100 de mètres, on a immédiatement entendu le coup de feu. Ils ont commencé à tirer, ça se rapprochait vers nous. Et effectivement, à un moment donné, c'est devenu tellement intense qu'on s'est dispersé dans les quartiers. Et on pensait qu'en se dispersant dans les quartiers, ils allaient juste sécuriser le périmètre
Mais au finish, ça s'est révélé être une chasse-poursuite puisqu'ils nous ont pourchassés toute la nuit dans les quartiers. Donc nous, on se baladait de maison en maison, de cachette en cachette. On a compris qu'on ne pouvait plus rentrer chez nous parce qu'on n'était plus en sécurité même chez nous. Donc on a effectivement pris le maquis, comme on dit, et le bon, pas maquis sale, parce que celui-là, c'est le mauvais. On a pris ce maquis-là, et bon, voilà, on a organisé la lutte avec nos éléments qui étaient sur le terrain, et bon, donc ça a duré quand même un bon bout de temps. Hein, ça faisait déjà 2 semaines, hein, presque 2 semaines hein, qu'on était dans ce maquis en question. Et le mot d'ordre, c'était d'essayer de barrer toutes les routes au niveau des quartiers et au niveau des sorties de la ville pour empêcher le RSP de se déplacer correctement, pour l'obliger à s'arrêter, pour le fragiliser et pour pouvoir intervenir parce que nous n'avions pas d'armes. Et nous comptions effectivement sur notre nombre pour pouvoir les empêcher de réagir. Malheureusement, il y a eu, je pense, très certainement plus d'une vingtaine de morts. Officiellement, on parle d'une dizaine de morts, mais nous avons connaissance qu'il y a des cadavres qui ont été emportés par les éléments du RSP justement pour éviter les vrais chiffres. Et puis, bon, par la suite, vous connaissez la suite, c'est-à-dire que, bon, ben, après, le peuple a suffisamment résisté, a résisté suffisamment longtemps pour que, effectivement, l'armée régulière bascule de son côté et vienne nous porter appui. Et cela, après la décision catastrophique de la CEDEAO, je rappelle, honteuse et vraiment scandaleuse, puisque dès que médiation a été mise en place, c'est ce que le général Diendéré cherchait, parce qu'il pensait pouvoir compter sur ses appuis diplomatiques, etc. Et donc, dès que les gens de la CEDEAO sont arrivés, notamment le président Macky Sall et le président Yahi Boni, on a compris qu'on allait avoir des problèmes. Donc, le constat, ça a été à la suite de cet accord-là, non seulement il donnait l'amnistie aux putschistes, en plus, il leur permettait de garder le corps du RSP. Ensuite, ils obligeaient le gouvernement de transition à réimpliquer ceux qui avaient été exclus, c'est-à-dire les caciques de l'ancien régime, qui avaient été exclus légalement par le Conseil constitutionnel dans les élections. Ensuite, ce qui était véritablement scandaleux, il remettait, soi-disant, il relâchait le président de la transition, c'est-à-dire Kafando, mais il se payait le luxe de décider des autres organes. Notamment, ils n'ont pas fait appel au maintien de l'Assemblée nationale, du CNT et autres, parce que bien évidemment, ils pensaient que le CNT était plutôt pour leur démantèlement. Donc, ils ont seulement, tout ce qu'ils ont lâché, c'est Kafando, et en retour, ils ont obtenu l'immunité, le respect des institutions comme la CEDEAO, l'appui même je le répète ici, c'est aussi scandaleux, l'appui des grands médias, puisque les grands médias ont présenté cela, ont présenté Diendéré comme le nouvel homme fort du Faso, à gauche, à droite, et le cirage de pompe complet. On a eu même à le dénoncer, parce que sur le terrain, dans la réalité, le peuple burkinabé remportait des luttes dans plusieurs quartiers. On n'en parlait pas, mais on parlait de la sagesse du général Diendéré qui acceptait une médiation, de sa force, de son... C'était incroyable. Donc, bon, la suite, on la connaît. Ce bilan a été complètement rejeté par les forces qui étaient en place, qui étaient contre les putschistes, tant et si bien que la lutte a dû reprendre dans les quartiers, et tant et si bien qu'il a fallu reconvoquer une deuxième rencontre avec la CEDEAO. Et l'Union africaine, heureusement, pour une fois, a pris une bonne décision puisqu'elle a condamné dès le départ le putschiste. Et pour ça, on peut déjà applaudir parce que c'est un début, vraiment. C'est très rare que les organisations africaines ne suivent pas les sillons des politiques impérialistes. Donc, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait depuis un an, la dissolution du RSP, son démantèlement, son désarmement et sa réaffectation à d'autres missions. C'est ce que nous demandions et on n'avait pas besoin de verser le sang de dizaines de jeunes innocents au Burkina Faso pour pouvoir le faire. La preuve en est faite. Merci Smoke. Millicent, Ich bin schon hier. Ja. Ich habe schon deine des réactions dans la Version. salle. Comme je l'ai dit, nous sommes sur le format de l'arbre à palabre. Vous avez des questions, vous avez des réactions, vous êtes libre de les faire et nous continuons avec les questions. Je peux poser ma première question.
Bon, tout d'abord, merci bien pour le film, parce que personnellement, ça m'a donné une toute autre perspective de la situation au Burkina Faso. J'ai lu la presse sénégalaise, je viens du Sénégal aussi, et au Sénégal, l'impression que j'ai eue lorsque j'ai terminé de lire la presse sénégalaise, que c'était Macky Sall qui avait arrangé tout le problème. Alors j'ai ouvert de grands yeux, parce que je me suis dit, ah bon? Et je me souviens qu'il y avait une interview d'une femme burkinabé qui lui a dit, qui avait répondu de façon très violente, avec juste raison, s'il donne l'impunité à Tiendéré, oui, eh ben qu'il fasse sortir Karim. Maintenant, moi j'aimerais, juste pour une question de compréhension, parce qu'après j'ai été sur les sites burkinabés, bien sûr, pour lire aussi la version. Quel a été le rôle exact de Macky Sall dans toute cette histoire? Parce qu'il est vu maintenant au Sénégal comme le grand sauveur du Burkina Faso. Lisez la presse, c'est simple, tapez Senweb et puis vous lirez tout ce que je vous dis. Et moi, ça m'a... je me suis dit, mais ça c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez me expliquer un peu? Parce que, comme je vous dis, j'ai lu les deux. D'abord le Sénégal. Bon, moi aussi, j'ai dit, c'est bien, pour une fois, il a fait quelque chose de bien. Et puis après, j'ai été de l'autre côté. Évidemment, au Burkina, c'était autre chose. En quelques mots, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Pourquoi n'est-il pas retourné après? Qui peut répondre à la question? Je peux répondre, mais comme il n'a pas parlé. Samsa? Pour nous, déjà, ce qui s'est passé le 16 septembre, c'était un complot international, à l'image du complot qui a tué Thomas Sankara. Blaise, il a perdu un pouvoir politique. Il fallait travailler à réinstaller ce pouvoir à travers son bras armé qui était le régiment de sécurité présidentielle. Donc, les Macky Sall, ils sont venus se balader à Ouaga. Parce que la malchance que c'est, ou je ne peux pas appeler ça de la malchance, mais je dis il faut qu'on arrive à un moment où les présidents africains respectent les peuples africains. Parce que vous avez des présidents qui prennent des avions pour venir pleurer en France parce qu'on a tué des journalistes. On a tous été choqués de l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo. Mais combien d'Africains meurent au Mali, au Burkina et ainsi de suite, et même au Sénégal? Récemment, il y a eu combien de morts à la Mecque? Quel président africain a pleuré? Quel pays a fait une journée de deuil national en mémoire de ces gens? Donc, Macky Sall, Boni Yahi, c'était un complot pour venir arranger un système qu'ils avaient monté, mais tout en oubliant qu'en Afrique, il y a une jeunesse qui s'est levée pour dire qu'elle ne veut plus jamais se soumettre à qui que ce soit. On a eu les informations après parce que quand ils faisaient leurs réunions, on avait aussi des gens qui étaient infiltrés, qui nous envoyaient des SMS de tout ce qui se passait. C'est la première fois où dans un pays, on programme des élections. Avant les élections, il y a un médiateur. Je pense que c'est la première fois. Yahi Boni a été désigné pour être médiateur des élections du Burkina Faso. Et déjà, le Balai citoyen avait écrit pour dire qu'on ne voulait pas de Yahi Boni comme médiateur. Parce que quand on a chassé Blaise, Alizeta Gando, François Compaoré, sont allés au Bénin et ont obtenu des passeports béninois pour voyager. Donc, tu ne peux pas accueillir des assassins, des voleurs au Burkina et vouloir venir être médiateur chez nous. Ça ne marche pas, tu ne viens pas ici. Macky Sall, bon, peut-être qu'il nous a apporté un peu de Tchèp-Djen après, mais sincèrement, il est venu et quand il devait revenir, on nous a dit non, il est parti aux États-Unis. On savait qu'il ne pouvait pas revenir parce qu'il est venu prendre la honte à Ouagadougou. Yahi Boni, le même soir, est sorti comme à son habitude, comme un clown, commençait à dire qu'il y aura une très bonne nouvelle, et patati patata, il a pris son avion et puis il est parti. Parce que tout leur plan a échoué. Tout leur plan a échoué. C'est ce que le frangin expliquait. On nous a mis face
à un coup d'État style 15 octobre 87. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Ouagadougou a grandi. Les enfants de Sankara ont grandi. Et on a mis en marche un système qu'on appelle le système de fourmis-maillants. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, connaissent ces colonies de fourmis. Et c'est un système qu'on veut partager avec tous les jeunes épris de liberté sur le continent. Et la stratégie des fourmis-maillants est simple. Tout le monde dehors, partout et en même temps. Quelle que soit l'armée, elle ne peut pas arrêter un peuple qui sort partout en même temps. Ce n'est pas possible. Francis, merci Samskam. Francis, toi qui es bénino-français, tu as suivi ces événements, tu es un grand connaisseur de l'Afrique et du Burkina en particulier. Comment est-ce que tu as vécu ces deux événements et quel est ton commentaire et ton analyse? Merci. Je voudrais rebondir sur la réponse de Samska sur Macky Sall. Il y a des explications rationnelles. Il faut revenir au financement de l'élection présidentielle de 2012 au Sénégal. Macky Sall a été financé par Blaise Compaoré via Gilbert Diendéré. Ça, c'est connu, c'est un fait avéré, et via son frère, qui est aujourd'hui le frère du président Macky Sall, donc le président sénégalais, et également membre du conseil d'administration de la banque Coris Bank, que tout le monde connaît, et qui est une banque de la famille Compaoré, et qui vient d'ouvrir une succursale à Dakar. Ça, c'est deux explications. Tout le monde semble avoir oublié que l'un des rares chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui ait soutenu la réforme, la révision de la constitution burkinabé et qui l'a déclaré de façon très très ouverte, c'était Macky Sall. Il a trouvé que c'était une idée géniale de réviser la constitution du Burkina Faso. Oui. Donc, il y avait tellement de pesanteur, il était lié à Blaise Compaoré parce que, il est venu à Ouagadougou, il a entériné tous les points soulevés par les putschistes. C'est quand même incroyable comment on fait une médiation et on reprend tous les desiderata des putschistes, quasiment rien du mouvement démocratique, et on veut l'imposer. Et dernière information, moi j'ai parlé à 2 ou 3 chefs d'État pendant les événements et même après le sommet d'Abuja. Il se trouve que, par la force des choses, je connais certains d'entre eux, ils étaient opposants. Je ne les ai pas connus chefs d'État. Donc, pendant le huis clos des chefs d'État à Abuja, la capitale du Nigeria, il s'est trouvé des chefs d'État pour proposer qu'on envoie des soldats, une troupe d'interposition entre les putschistes et le mouvement démocratique au Burkina. Ça veut dire quoi? C'est pour entériner, acter le coup d'État. Et on était parti pour 10 années, 15 ans, 20 ans de situation, de gel de la situation. C'est proprement scandaleux. Merci Francis. Merci. Des réactions dans la salle? Je voudrais juste rajouter à ce qu'il a dit, confirmer ce qu'il a dit en disant que j'ai un ami à moi qui a voyagé dans un avion le lundi 14, c'est-à-dire même pas 48 heures avant le coup d'État. L'avion revenant du Sénégal, dans le même bord, il y avait Kadri Désiré Ouédraogo, ancien ministre de Blaise Compaoré et aussi à la CEDEAO, une autorité importante de la CEDEAO qui a participé d'ailleurs à cette médiation. Il y avait Kadri Désiré Ouédraogo, Alpha Yago, Fatou Diendéré, la femme du général, il y avait Léonce Koné, tous les pontes du parti. C'est une drôle de coïncidence quand même. Que tous ces gens-là reviennent à peine 48 heures avant le putsch du Sénégal. Ils sont allés rencontrer qui là-bas? Je ne sais pas. Dans le même temps, Blaise Compaoré était allé voir Sassou Nguesso. Dans la même période, Diendéré lui-même dit que Blaise n'a rien à voir là-dedans, mais a rendu visite à Blaise. Et il y a quand même de drôles de coïncidences dans cette histoire. Et un mois avant ce coup d'État, moi, on m'a interpellé en aparté pour me dire de partir parce que ça va chauffer et que je suis particulièrement recherché et sur la liste et on risque de me buter si je reste au Burkina. J'ai dit mais qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit on ne peut pas t'en dire plus mais ça va chauffer. Donc je savais qu'il y allait avoir quelque chose mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que ça serait. Et la personne a véritablement insisté pour que je me barre.
Et ils ont fait flipper d'ailleurs toute ma famille. J'ai dû réfléchir, j'ai décidé, j'ai dit non, moi je ne pars pas, je reste. Ils m'avaient donné une date approximative. Ce n'est pas à cette période exactement que le putsch s'est produit, mais c'est à peine 2 semaines plus tard, boum, que c'est passé. Donc ça fait beaucoup de coïncidences. Ce qui veut dire, puisque ce monsieur a des relations hautement placées au niveau diplomatique, que probablement certains circuits diplomatiques étaient au courant de ce putsch. Donc s'ils étaient au courant et qu'ils n'ont rien fait, c'est forcément qu'ils l'ont avalisé. Voilà, donc c'est pour renforcer ce qu'il vient de dire tout de suite. Merci Smoke. Alors nous voyons quelle est l'action de nos chefs d'État, ceux que nous avons placés entre griffes, parce que nous savons que les élections sont très souvent truquées, qui sont aux chaînes, ou plutôt qui sont sur la scène politique, qui doivent nous défendre. Nous voyons comment est-ce que ces dirigeants-là agissent dans des périodes aussi critiques que celle-ci que le Burkina a connue. Aziz, quelle est ton analyse par rapport à cela? Est-ce qu'on doit les mettre tous dehors? Qu'est-ce que nous avons besoin de faire, nous, Africains, pour pouvoir construire justement cette révolution-là que nous appelons de tous nos voeux en partant de l'exemple de petits pays comme le Burkina? Merci. Je crois que ce qui est très important, c'est un peu de comprendre la nature de ces régimes politiques. Parce que nous les appelons des régimes compradors, c'est-à-dire une élite qui a renoncé, en tout cas, à défendre les intérêts de leur peuple, pour la plupart des cas, en tout cas qui sont subordonnés à un ordre. La question ici n'est pas de les défendre, c'est de comprendre leur position, c'est-à-dire même d'essayer de savoir que parmi eux, il y en a qui sont patriotiques. Je ne crois pas que tous ces dirigeants sont des pourris. Il faut essayer de comprendre le rapport de force dans lequel nous sommes. Dans le cas d'un pays comme le Sénégal, il y a des pesanteurs historiques. Macky Sall reproduit de façon pavlovienne ce que l'administration sénégalaise a fait pendant plus d'un siècle, c'est-à-dire administrer l'édifice colonial et l'espace néocolonial. Ce sont des Sénégalais qui vont faire la sale besogne à Madagascar. Vous savez qu'à Madagascar, quand vous dites « je vais appeler un Sénégalais aux enfants », les enfants ont peur. Pourtant, cet individu n'était pas un Sénégalais. Ça pouvait être un Sénégalais du Sénégal d'aujourd'hui, mais un Soudanais, quelqu'un de la sous-région. Parce que le Sénégalais représentait l'édifice colonial de l'époque. Les choses ont plus ou moins changé. La question, c'est de comprendre pourquoi les leaders africains ne peuvent pas véritablement fonctionner autrement que ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que même l'Union africaine, en décrétant ce qu'elle a décrété, n'a pas la capacité de contrainte. On peut applaudir sur ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont aucune capacité de réelle contrainte. Ça vient de plusieurs phénomènes. Et je ne veux pas être très long, mais il faut comprendre que l'État africain a été complètement désengagé de son économie. Pour dire dans un langage d'homme, émasculé. C'est-à-dire vraiment, on lui a enlevé tous les attributs qui lui permettraient vraiment de gérer. En fait, la plupart ne gèrent même pas véritablement leurs États. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'ils s'effondrent très vite, parce qu'ils sont d'abord sous perfusion économique. Donc, ils ne fonctionnent que parce qu'il y a une conditionnalité des investissements extérieurs et des bailleurs de fonds. Donc, en réalité, sans leurs apports, ils ne fonctionnent pas. Le deuxième, c'est que Blaise Compaoré avait miné toute la sous-région, c'est-à-dire en soudoyant une bonne partie des oppositions africaines qu'il avait cooptées. Ce qui explique que, par exemple, sur la question de l'affaire Sankara ou sur plein d'autres enjeux, il y a un mutisme total des autorités. Et donc, la démarche que les autorités ont faite de la CEDEAO, c'était de prétendre ne pas vouloir envenimer le conflit. Et la question que les gens ne comprennent pas, c'est que si on s'acheminait vers une guerre civile au Burkina, l'effet tectonique allait être dans toute la sous-région, c'est-à-dire qu'il se propage immédiatement à la Côte d'Ivoire. Et donc, l'idée ici, parce que comme vous savez, le contentieux de la Côte d'Ivoire, c'est une question éminemment qui touche aussi le Burkina, les chancelleries occidentales se sont dit « Ah, tout à fait, ces gens-là qu'on a toujours soutenus, effectivement, ce qu'ils font, en prétendant l'article 37, la Constitution, etc., peut être valide. » Et ils ont pris un laps de temps. Mais dans ce laps de temps, un peu comme ils ont fait comme Mobutu, l'impérialisme, c'est très très vite lorsqu'il faut lâcher ses propres salauds. Vous savez, comme les Américains disent, ce sont nos salauds. Mais dans le cas de la France-Afrique, il faut comprendre d'abord c'est quoi la France-Afrique. Ce n'est pas la France,
C'est un dispositif qui lie les milieux d'affaires, la franc-maçonnerie, des milieux occultes dans les milieux militaires, géostratégiques. Et donc nos leaders sont en fait pratiquement pris en otage dans ce dispositif. Ce n'est pas seulement qu'ils sont mal intentionnés, c'est qu'eux-mêmes sont insérés dans un dispositif. Et ce sont leurs peuples seuls qui peuvent véritablement les défendre, même lorsqu'on les élit. C'est pourquoi, ici, la question n'est pas de défendre Macky Sall. Ce sont des porteurs de valises. Ils répondent à des desiderata qui les dépassent. Si Macky Sall était allé et avait fait une démarche contraire, il aurait été largué par ses mêmes parrains, les mêmes qui soutiennent Blaise Compaoré, qui ont pourtant lâché Blaise, les mêmes qui ont fait assassiner Kadhafi, les mêmes qui ont littéralement coupé le Mali en deux. Donc il faut comprendre le dispositif dans lequel nous sommes. C'est pour ça que c'est très important la période qui suit. Parce que comme elle vient de le dire, ce n'est pas seulement de détruire ce système, c'est comment nous le reconstruisons. Or, pour le reconstruire, l'engagement politique des forces vives, elle est essentielle. C'est cette capacité des forces vives de prendre le contrôle du dispositif politique, des partis politiques. Par exemple, dans le cas du Burkina, ils s'en vont en élection. Le réflexe citoyen, c'est d'avoir une liste de doléances très claire qui traduisent les aspirations de la révolution et que les partis politiques doivent s'engager à remplir sous peine d'être révoqués. Parce que ce qui est clair, c'est que ceux qui vont arriver au pouvoir, ça va être une coalition. Il n'y a aucun de ces partis qui peut y arriver tout seul. Et c'est valable pour la plupart des pays dans la sous-région. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut accélérer l'histoire dans une perspective panafricaine et qu'on doit soutenir les partis qui ont des positions panafricaines. Or, si vous regardez bien, un rapport de la défense française disait il y a 2 ans que l'ennemi du continent africain, c'est le panafricanisme. Donc, au fond, tous ces chefs d'État fonctionnent parce qu'en fait, ils ne sont pas panafricains. S'ils étaient panafricains, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils ont fait. Donc, je ne suis pas surpris que la presse sénégalaise ait repris à son compte les doléances diplomatiques de Macky Sall, qui, je le rappelle, s'est empressé dans la crise du Yémen de lancer des armées dans le cas de ce conflit qui pourtant est instrumentalisé par l'ordre mondial. Donc l'ère du tirailleur n'est toujours pas révolue. Et c'est justement ça qui doit être dépassé. Nous devons rentrer dans une nouvelle époque. Merci Aziz. Des réactions dans la salle? Oui. Ich habe 3 Personen, die hier gerne was beitragen würden. Danke. Merci. Mon nom est Abidine Marzouk de la Mauritanie. J'ai 2 questions. La première s'adresse à mon frère Aziz Sall. Il a mentionné qu'il y aura un congrès ou un comité pilote d'un congrès panafricain international ou global. J'aime bien savoir comment prendre contact avec ces gens et c'est quoi exactement et ce sera quand. Ma deuxième question s'adresse aux frères du Burkina Faso. En Mauritanie, on a tenté plusieurs fois de faire des révolutions comme chez vous, ça n'a pas toujours réussi. Est-ce que vous pensez que votre méthode est capable d'être exportée vers les autres pays? Parce qu'il y a comme au Sénégal, il y a partout là, mais ça n'a pas bien marché. Est-ce que vous seriez peut-être prêt à aider les autres, à leur donner plus d'informations, peut-être d'encadrement pour pouvoir réussir, ou bien leur donner les secrets de votre réussite dans cette lutte? Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens dans d'autres pays qui rêvent de votre réussite. Merci. Merci pour les 2 questions. Nous répondons avant de passer. Juste pour ceux qui sont intéressés, le congrès fédéraliste pour les États africains, qui normalement aura lieu en 2017, il y a une adresse, c'est African Federalist, en anglais, sans le E, African Federalist, @gmail.com. Donc il y a actuellement un comité d'initiative internationale provisoire qui a suivi l'appel pour le premier congrès fédéraliste panafricain. Il y a un numéro de téléphone si vous voulez le prendre, mais je vais le laisser aux organisateurs. C'est le 77 811 75 63. Je le laisse à l'attention des membres. C'est plusieurs pays, c'est-à-dire ça c'est celui du Sénégal. Mais ici, dans la section pour l'Europe, il y a Monsieur Dipama Amadou et Badara Diop, qui sont coordonnateurs du comité d'initiative pour l'Europe et membres de ce congrès aussi. Donc, vous pouvez trouver le contact ici. Merci Aziz. Samska.
Mais c'est vrai que tout ce qu'on souhaite, c'est que l'exemple du Burkina Faso arrive à contaminer les autres pays. Mais la question, c'est de savoir est-ce que nous avons les mêmes réalités politiques, les mêmes réalités sociales. Nous, on s'est identifié à une figure qui a marqué notre pays, Thomas Sankara. Et on n'a pas arrêté de dire que voilà, il est notre référence. Mais je ne connais pas vraiment l'histoire de la Mauritanie. Je sais qu'il y a l'esclavage là-bas et qu'on essaie de lutter contre cet esclavage. Celui même qui a tenté est actuellement en prison. Les réalités ne sont pas les mêmes, mais on reste toujours ouvert, on reste disponible parce que, comme le grand frère le disait, la lutte sur le continent africain ne peut pas être une lutte que chacun mène dans son pays. Il faut qu'on arrive à panafricaniser la lutte. Parce que plus de la moitié de la population en Afrique aujourd'hui est jeune. Nous avons un langage que nous arrivons à partager entre nous. Et voilà, on est en relation avec Yanama du Sénégal, avec Filimbi du Congo. On a été contacté par les frères du Congo Brazzaville, le mouvement Ras-le-Bol. Il y a de plus en plus de mouvements comme ça qui se mettent en place. Et notre souhait, c'est vrai que on en discutait hier, on a beaucoup d'Africains qui sont en Europe qui n'ont pas encore compris le rôle, leur poids dans la balance de la lutte. On ne jette pas l'anathème sur quelqu'un, personne n'a le monopole de la lutte. Mais c'est souvent facile de rester en Europe et de lutter. Or, c'est une lutte qui a besoin de gens sur le terrain. Et pour ça, s'il y avait un vaccin pour le courage, on allait vacciner beaucoup de jeunes. Mais le courage, bon, je ne sais pas, on n'a pas encore inventé un vaccin pour ça. Il appartient à chacun. Voilà, quand Bob Marley l'a dit, tu découvres que tu es fort, que lorsque être fort reste la seule alternative. Donc, voilà, je pense que ça viendra. Je voudrais rajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Je voudrais dire qu'effectivement, comme le frangin l'a dit, on s'inscrit dans ce panafricanisme aussi, parce que ça en est. Et on est solidaire effectivement de la lutte de tous les peuples. Mais je dois rappeler que c'est difficile tant que les peuples eux-mêmes ne se prennent pas en charge, ne sont pas déterminés à arriver à leur fin. Et je donne un simple exemple. Dans notre propre pays, la première action que nous avons eu à mener par rapport à notre mouvement, le ballet citoyen, ce n'était pas dans la capitale, à Ouagadougou, mais c'était à Bobo-Dioulasso. Et à cause de cela, on nous a traités d'étrangers pour venir foutre la merde dans la deuxième ville. Il y a un journaliste à la solde des politiques de l'époque, à la solde du maire de Bobo, qui a écrit que les étrangers sont venus foutre la merde à Bobo-Dioulasso. Alors que nous sommes burkinabés, résidents au Burkina Faso, et que le Burkina Faso est un. Alors je vous laisse imaginer, si nous arrivons en Mauritanie, ce que les autorités mauritaniennes vont dire. Comme ce que les autorités congolaises, Congo-Kin, ont dit lorsqu'il y a eu une rencontre avec le ballet citoyen, le mouvement Yanama, sur l'invitation du mouvement Filimbi. C'est un de nos éléments qui est allé nous représenter. Ils ont tous été arrêtés sous le prétexte d'être des terroristes venus déstabiliser le Congo. Ils ont été jetés en prison. Leur crime, avoir organisé une assemblée où ils devaient parler de choses démocratiques, de bonne gouvernance, etc. C'est tout. Mais donc, il y a le spectre de... Effectivement, les politiques ont de plus en plus peur que cette jeunesse africaine s'empare réellement de son pouvoir. Et je vous dis, s'il y a une seule chose peut-être que l'on peut estimer importante dans nos États qui veulent se libérer, 65%, plus de 65% de nos populations sont jeunes, en dessous de moins de 25 ans. Ça veut dire que celui qui arrive à informer, à conscientiser, sensibiliser cette jeunesse-là, il a la possibilité de tout changer, de tout faire. Et c'est comme cela que nous, on a toujours essayé, grâce aussi à la musique, grâce au courant culturel
qui fait que c'était beaucoup plus facile pour certains de nous reconnaître, de dispatcher nos messages derrière des aspects ludiques et d'expliquer aux jeunes, lorsque vous dites, comme le disait le Coran Fall tout à l'heure, que vous n'êtes pas des politiques, vous êtes cons. En ce moment, vous êtes comme ce que dit Blaise Compaoré tout le temps à la télé, concitoyens. Vous êtes chers concitoyens, chères concitoyennes. Si vous voulez être un vrai citoyen, il faut apprendre à casser des œufs. Car on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. L'omelette concitoyenne, on prend l'œuf, on met sur la poêle, on dépose sans allumer le feu et on attend que ça se fasse. L'omelette citoyenne, on casse l'œuf. Il n'y a pas de choix. Voilà, il faut le casser. Et je terminerai en rappelant, je parlais de ça hier, parce que j'adore cette phrase. Le frangin me dit que je la dis tout le temps, parce que pour moi, je l'adore. Cette phrase de Jomo Kenyatta, le président du Kenya, qui a dit que lorsque les colons et les blancs sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible, nous avions les terres. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons réouverts, eux, ils avaient nos terres et nous, on avait leur Bible. Et aujourd'hui, pour nous, il est devenu très important d'arrêter de prier. Nous devons agir. Au fait, la dynamique est lancée. Hein. On a la Bible, on va reprendre nos terres et peut-être même prendre leurs belles femmes, tout ça avec nous là-bas. Ce que je voulais ajouter un peu par rapport à la Mauritanie, au Burkina, il l'a souligné, c'était la première fois où des artistes se mettaient à ce niveau de la lutte. On nous a traités de drogués, de tout ce que vous voulez. Même notre voyage ici, voilà. Mais c'est pour dire que si vous pouvez aider des jeunes artistes qui sont engagés, si vous pouvez les aider à pouvoir s'exprimer. Parce que pendant des années, on a organisé des concerts dans tout le Burkina. Et tous ces concerts, c'était des meetings politiques, au fait. On mettait la musique en avant, mais derrière la musique, il y avait un message. Donc, c'est possible de passer par ces stratégies, parce qu'il ne faut pas aller de façon frontale. Il faut utiliser... On était en campagne, Frangin. Voilà, on était en campagne. Et oui, ça fait près de 20 ans qu'on fait ce travail. Et finalement, les jeunes ont eu confiance en nous. Et quand on a lancé le ballet citoyen, tout de suite, il y a eu une adhésion massive. Donc, il faut préparer le terrain, ça prend du temps, mais il faut vraiment aider les jeunes. Je sais que, par exemple, aujourd'hui, le mouvement rap, il est partout. Le reggae, c'est partout. Voilà, il faut soutenir la musique de façon subtile pour qu'ils puissent s'exprimer. Merci. Pour revenir à la question, je pense que la révolution burkinabé a une portée, c'est le mot qu'il faut utiliser, a une portée internationale. Mais à mes yeux, c'est une révolution nationale. Elle correspond à la lutte de ce peuple. Et comme l'a dit Samska tout à l'heure, et les jeunes s'identifiaient à quelqu'un, au président Thomas Sankara. Mais j'ajouterais que les gens avaient en détestation un autre homme, Blaise Compaoré. Parce qu'il y a que Thomas Sankara d'un côté, Blaise Compaoré de l'autre. Alors, dans ce cas de figure, le Burkina, ce n'est pas la Gambie. Et la Gambie, ce n'est pas le Congo-Brazza, qui n'est pas lui-même le Tchad. Donc, il faut toujours faire attention. Parce que moi, je n'aime pas trop les phénomènes mimétiques. Dit voilà, ils ont fait, donc nous aussi on peut faire. En 1990, il y a eu une conférence nationale en février 90 au Bénin, qui a duré 10 jours, sans per diem et tout. Tout le monde s'est engouffré dedans et il y a eu une belle pagaille. Il y a eu des conférences nationales qui ont duré 18 mois avec per diem. Donc les participants ne voulaient plus arrêter parce qu'ils étaient payés tous les jours. Vous voyez, donc il faut toujours faire attention parce qu'après on aboutit à la caricature d'une révolution. Merci Francis pour cette précision. Oui, nous prenons... Herr Diop möchte gerne noch was dazu sagen. Ja? Oui. Oui, bonsoir, c'est Badara Diop. C'était juste pour répondre à notre ami de Mauritanie qui posait une question sur le prochain congrès fédéraliste, le premier congrès en fait fédéraliste africain. C'est un projet qui a démarré au Sénégal depuis bientôt 1 an.
Et en fait, c'est un projet unificateur qui veut dépasser toutes les divisions superficielles ou réelles pour s'entendre sur un minimum, c'est-à-dire nous voulons les États africains unis et rapidement. Et nous ne voulons pas le faire dans la précipitation. Et dans ce sens, dans tous les pays africains, en fait, nous voulons organiser des comités d'initiative nationale. Ça a déjà commencé. Bon, au Sénégal, ça existe déjà. Au Burkina, au Mali. Comme l'a dit tout à l'heure Aziz, le groupe de travail panafricaniste de Munich, avec Amadou, va s'occuper de l'Europe et de la France. En France, c'est déjà en train de se faire. Et donc, c'est un projet qui veut dépasser toutes sortes de divisions. En fait, nous voulons pousser les gouvernements, mais par la base, c'est-à-dire créer des comités partout, dans les quartiers, dans les villages, dans toutes les villes, et pousser par la voie démocratique, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la violence inutile. Nous n'avons pas d'armes. Et ceux qui nous dirigent sont contrôlés et vous savez très bien de quoi ils sont capables, comme c'était le cas au Burkina Faso. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un site internet qui est déjà ouvert qui s'appelle African Publius, et qui est basé aux États-Unis déjà. Donc, en Amérique aussi, en Amérique du Nord, c'est en train de s'organiser. Donc, c'est un mouvement qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est en marche. Et si vous venez de Mauritanie, si vous voulez, demain, si vous rentrez en Mauritanie, je ne sais pas si c'est possible, mais si vous y allez, vous pouvez commencer. Et éviter surtout les divisions, c'est-à-dire dire c'est un parti de gauche, parti de droite. Le point commun, c'est être africain ou être ami de l'Afrique, c'est tout. Si nous-mêmes ne dépassons pas les divisions superficielles et entretenues depuis tout le temps, mais nous n'allons pas y arriver. Merci Voilà. Pour la contribution. Je vous en prie. Une autre contribution? Ja, ganz viele. Oui, yes. Oui. Okay. Bonsoir, Roland Gaëzoatom, c'est mon nom. Micro, s'il vous plaît. Roland Gaëzoatom, c'est mon nom. J'aurais deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est celui de la conférence de Berlin. C'était en 1884. Micro, s'il vous plaît. C'était en 1884 dans la ville de Berlin. Lors du partage de l'Afrique, il n'y avait pas les Africains. Mais comment se fait-il que lorsque nous autres Africains, lorsque nous nous rencontrons pour décider ou bien pour planifier ou bien pour réfléchir sur les questions concernant l'Afrique, on a toujours à avoir des Occidentaux parmi nous? Ça, c'est quelque chose, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les Africains, les Occidentaux, mais c'est juste une remarque. Pourquoi se fait-il que nous, lorsque nous nous regroupons, on ne peut pas être seul, on ne peut pas être entre nous? Merci pour la remarque. Ça, c'est la première remarque. La deuxième question, c'est sur le financement ou bien l'infiltration, par exemple, des mouvements qui naissent sur le continent, à savoir celui des ballets citoyens ou encore Y en a marre. Est-ce que nous prenons des précautions pour ne pas être infiltrés? Parce que jusqu'à preuve du contraire, toutes les organisations ou toutes les stratégies que nous autres Africains avons mis sur pied pour pouvoir libérer notre continent, on a toujours eu à avoir des infiltrés qui ont dérouté toutes nos stratégies ou bien tout notre travail. Merci d'être... oui. Pour la première remarque, je voudrais... oui. Oui, je pense qu'il faut faire très attention à cela. Je pense que les personnes qui ne sont pas africaines dans cette salle, pour la grande majorité d'entre eux, sont des internationalistes. Lorsque vous avez la guerre d'Espagne, les gens qui se battent pour la République contre le fascisme, ce n'est pas que des Espagnols. Vous avez des gens qui arrivent du monde entier. Aucun ne parle l'espagnol. Pourtant, ils vont donner leur vie pour l'Espagne, parce qu'ils ont conscience qu'il se passe quelque chose. Ce mot-là, ça s'appelle la solidarité. Et c'est sacré, parce que sans cette solidarité, la lutte contre l'apartheid n'aurait jamais pu triompher. Par contre, il est clair que dans nos rangs, il y a des traîtres africains eux-mêmes, avant même qu'on ait besoin d'avoir des traîtres occidentaux.
Mais c'est clair que nous allons être infiltrés. Mais ça n'a jamais été ce qui a empêché la lutte d'arriver. Le secret, c'est l'autofinancement. C'est d'éviter d'être lié à des bailleurs de fonds qui vous conditionnent votre action. C'est pour ça, en tout cas dans le cas de notre groupe, en 35 ans d'existence, il n'a jamais été financé. Et c'est cette ligne qui est la ligne fondamentale. L'Union africaine que vous voyez aujourd'hui ne peut pas fonctionner parce que ce sont des bailleurs étrangers qui conditionnent son existence. Donc je peux comprendre que vous vous inquiétiez. Mais je ne crois pas que travailler en aparté et en cercle fermé soit la solution. Et je rappellerai très rapidement que si vous voulez comparer, et comparer n'est pas raison, le congrès de Berlin dont vous parlez était le premier espace de libre-échange sur le Congo. Ce n'était pas d'ailleurs le congrès de la division de l'Afrique comme on le caricature. C'était l'essentiel de comment garder l'accès au capitalisme naissant dans l'espace du Congo en autant qu'en reconnaissant la souveraineté de Léopold II. C'est ce qui va permettre par la suite que des traités se fassent entre les puissances européennes. Ce qui les unit, c'était leur capacité d'être des internationalistes du capital. Donc, c'était des impérialistes qui se réunissaient. Et pendant qu'ils le faisaient, et pendant tout le reste du temps, vous allez avoir des Africains et des gens des pays du tiers-monde et des Occidentaux. Ça va de Victor Hugo en passant à tous les autres qui ont eu la pensée internationaliste déjà. Donc, il faut faire très attention sur l'idée qu'en aparté, on ne peut pas fonctionner. C'est ce qui a aussi fonctionné dans la lutte contre l'apartheid en disant que c'était un problème strictement noir. Non, c'est un problème humain. Et lorsque des gens prennent conscience que ce qui touche un individu les touche aussi, ces gens-là, ils ont à avoir le maximum de respect. Donc je crois qu'il faut respecter les gens qui disent ça. Merci Aziz pour cette réponse. Oui, il y a un monsieur devant là qui voulait poser une question. Non. C'est vous? C'est plutôt... S'il vous plaît. Oui. Oui, c'est plutôt ici, Diallo Moussa du Burkina Faso. Je voudrais juste apporter quelques témoignages aussi sur l'insurrection et notamment sur la résistance contre le putsch. Et pour ce qui est de l'insurrection, je voudrais insister sur une chose. Il y en a qui demandent si le Burkina peut exporter son expertise. Je vous demanderai d'être bref parce que nous sommes... Oui. Voilà, merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'insurrection populaire des 30 et 31 n'est qu'un couronnement d'une longue expérience de lutte au Burkina Faso. Déjà en 1964, quand le premier président a voulu créer son parti unique avec une centrale syndicale unique, il y a eu une opposition, une résistance qui l'a amené à reculer. Vous vous rappelez, le 3 janvier 1966, il a pris des mesures contre le pouvoir d'achat des travailleurs. Il y a eu le soulèvement populaire du 3 janvier 1966. En 1975, 17-18 décembre, encore, ça c'est le président militaire qui avait été appelé au pouvoir, Sangoulé Lamizana, qui a décidé de créer un parti unique avec une centrale unique, syndicale unique. Une fois de plus, le peuple s'est opposé et il a échoué. Donc, si on n'a pas cette trajectoire, on peut penser que la tradition de lutte-là est venue à partir de 2014, non? Il y a une longue tradition de lutte et c'est ça qui a consolidé justement la naissance même de structures comme le ballet citoyen, parce que, n'oubliez pas, avec le Front populaire et à partir de la 4e République, il y a eu un moment où on disait, si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Merci beaucoup pour cette Donc, précision. il y a eu des gens qui ont justement sont battus sous cette période-là pour qu'il y ait plus d'espace de liberté, pour que notre peuple puisse s'organiser. Je crois que le prince a compris. Nous allons prendre une autre remarque. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Pour la résistance contre le coup d'État. Soyez bref, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous ne voulez pas me laisser parler. Si c'est le cas aussi, je peux remettre... Non, nous avons des impératifs de temps. Oui, donc laissez-moi parler, comme ça on va gagner en temps. Donc pour la résistance de notre peuple contre le putsch, il y a 3 facteurs fondamentaux qui, de mon point de vue, qui ont pu permettre que le peuple triomphe. La première des choses, c'est la grève générale décrétée par les syndicats. La deuxième chose, c'est la résistance dans les régions et à l'intérieur de Ouagadougou par les barricades.
La troisième chose qui était le couronnement, c'est l'engagement des loyalistes du côté du peuple qui résistait. Merci. Je crois que, merci bien. Je crois que les deux tenants du ballet citoyen sont mieux placés que nous pour expliquer comment les choses se sont passées. Nous l'avons vu également. Merci bien. Voilà, il y a le monsieur qui est là depuis longtemps qui aimerait bien. J'ai l'honneur maintenant de prendre la parole. S'il vous plaît. Vous le Millicent, permettez? merci. J'ai l'honneur de prendre la parole. Non, pas encore, s'il vous plaît. Ah bon? Bonsoir, je m'appelle Joachim. J'ai passé pas mal de temps en 2013 au Burkina. C'est pour ça que je me permets cette question. Qu'est-ce qui est devenu de cette garde présidentielle et qu'est-ce qui est devenu de ces 10 autres familles qui étaient en contrôle? Je pense pouvoir poser ça parce que oui, c'est évident que votre révolution ne s'est pas encore arrêtée et surtout si ça va se répandre en Afrique, il faut bien contrôler ou savoir qu'est-ce qui est devenu de ces autres qui faisaient partie de la présidence. Merci. Merci. Quelqu'un veut répondre, Smoké Samska? Merci déjà pour la garde présidentielle. Après le coup d'État, elle a été dissoute. Les militaires ont été réaffectés dans les autres garnisons et le général Gilbert Diendéré aujourd'hui se retrouve en prison. Les 10 familles qui contrôlaient le Burkina, c'est vrai qu'après l'insurrection, il y a beaucoup qui ont fui, qui sont un peu partout dans le monde. Donc, il y a un avis. Par exemple, on sait qu'il se peut qu'il y en ait en Allemagne. Donc, on essaie de travailler avec une justice internationale pour mettre la main sur eux. Donc, si jamais vous croisez un d'entre eux en Allemagne, s'il vous plaît, il faut le prendre pour nous. Merci. Alors, j'aimerais aller lentement vers la fin de ce débat. Je sais qu'il y a tellement de questions à poser et nous avons 1 heure pour débattre de cette question de ces questions qui sont si importantes. J'aimerais demander à Aziz, quels sont les défis que auxquels le Burkina doit faire face pour pouvoir pérenniser cette révolution et en faire un exemple pour l'Afrique. Micro. J'ai laissé sur la table, pour ceux qui sont intéressés, une version française et anglaise de recommandations qui sont quand même, qui peuvent paraître présomptueuses, mais qui sont surtout basées sur l'expérience et le fait que nous avons eu aussi quand même la chance de participer à d'autres processus similaires. Mais ces choses sont importantes parce que si on ne les fait pas, ça va être extrêmement difficile de poursuivre ce que monsieur dit, qui est en fait un travail entamé par nos camarades ici sur place. Comme on a dit, la question de la justice doit être réglée. J'ai dit aussi qu'il fallait qu'on ait un don de solidarité pour les victimes, le gel des avoirs et un audit. La question de l'audit est très importante parce que ça permettrait de voir exactement où sont les détournements de deniers publics de tous les fonctionnaires, pas seulement les gens en tête de l'État, et de poursuivre la révision des codes miniers. Mais ça, c'est vraiment très important parce que si on peut réviser les codes miniers, à ce moment, on peut revoir les ristournes à l'État et on peut réaffecter des dépenses de gouvernement. Il faut revoir les accords de coopération sécuritaire avec les pays de l'OTAN. Je sais que ça, c'est extrêmement dur, mais c'est la marche même du panafricanisme. Si on n'a pas la chance de revoir les accords de coopération qui datent du début des années 60 et qui se sont aggravés, c'est sûr que il n'y a pas de transformation révolutionnaire. Et d'exiger, nous exigeons le départ des forces militaires étrangères du continent africain. Je sais que la barre est haute, mais c'est une exigence importante. Et ce que nous recommandons actuellement au Burkina, qu'il y ait élection ou pas, qu'il y ait un groupe qui arrive au pouvoir différent, c'est qu'il y ait des assises nationales pour traduire les aspirations de cette population-là. Et je pense qu'à ce moment-là, on a vraiment les fondements pour poursuivre le processus. Voilà. Merci Aziz. Une dernière question à Francis. Tu es journaliste. Quel est le rôle des médias dans ces processus de révolution en Afrique? Comment est-ce que les médias peuvent accompagner ces processus? Et comment est-ce que les médias peuvent éviter
les erreurs qu'elles ont faites dans ce sens-là. C'est un sujet de thèse. Bon, ce que je puis dire, c'est que le rôle des médias est très important. Parce que et Sams, c'est des hommes de médias, tu vois. Parce que, quoi qu'on dise, parce qu'ils sont présents sur le réseau. Moi, je sais que pendant les heures du coup d'État, je me suis calé sur Iwi, là. Enfin, il y a un gars qui fait des tweets, qui était bien informé. Donc, voilà, le rôle est important. Mais il faut entendre médias au sens large. Ce n'est plus seulement les radios, les télévisions, y compris étrangères, mais c'est également ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans la sous-région. Et le rôle est très, très important. Donc, il n'y a pas que RFI, France 24. C'est important, ces radios, parce que moi, pendant les heures du coup d'État, avec Jean-Baptiste Placard, on s'est réparti le rôle. Moi, je vous le dis franchement. Parce qu'on dit, on ne va pas les laisser dire de conneries. On se répartit le boulot. Donc, pendant toute cette journée, on s'est réparti. Moi, j'étais sur TV5, sur France 24, lui sur RFI. Donc, c'est notre façon aussi de contribuer de loin à la révolution du peuple burkinabé. Merci bien, Francis, pour cette contribution. Merci, Aziz. Merci, Smoké. Si tu permets, je voudrais juste dire un truc à l'endroit de mon frère. Oui. Chez nous, on a coutume de dire quand c'est bon, on dit. Quand c'est pas bon, on dit. Donc là, pour une fois, avec les syndicats, cette fois-ci, c'était bon. Camarades, c'était très bon. Merci. Merci.